Chers téléspectateurs, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Saga Africa durant lequel je vous ferai découvrir Cotonou, la capitale économique du Bénin. Alors le programme est sympathiquement chargé avec de l'art, du cinéma, des voitures, du business, une ville construite sur les eaux, mais surtout des personnes courageuses, pleines d'ambition et de bon sens. On commence par le sculpteur d'origine congolaise Ulrich Zouanda, installé à Rabat depuis maintenant 10 ans. Ulrich est arrivé quand il était très jeune avec sa famille et vous saurez pourquoi dans quelques minutes. Aujourd'hui, c'est un artiste qui monte et quand on voit son travail, on comprend pourquoi. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Ulrich Zouanda est ce que l'on appelle un artiste à talents multiples. Il peint, sculpte, crée du mobilier et plein d'autres choses. Sa marque de fabrique, des fils de fer galvanisés auxquels il donne la forme de plantes, d'animaux ou d'objets du quotidien. Originaire du Congo-Brazzaville, il est arrivé au Maroc adolescent avec sa mère et sa sœur. L'instabilité politique dans son pays natal avait poussé cette petite famille à chercher refuge ailleurs. Après un bref passage par le Mali, le trio atterrit à Rabat. C'est dans son appartement qui fait également office d'atelier qu'il nous reçoit. Très manuel, Ulrich a commencé à exprimer son talent à l'âge de 8 ans. À l'époque, le petit garçon profitait de son temps libre pour fabriquer des personnages tirés de bandes dessinées ou de livres. Grâce à un bon sens de l'observation, il arrivait à recréer presque tout ce qu'il voyait pour son propre plaisir et celui de ses camarades de classe. Aujourd'hui, les sculptures ont remplacé les jouets et les clients ont pris la place des copains d'école. Ce matin, l'artiste travaille sur la commande d'un masque de fer. Concentré sur sa tâche, il donne peu à peu forme à une figure. Le plus difficile dans ce que je fais, c'est le découpage et de pouvoir trouver l'inspiration exacte. Lorsque j'ai l'idée, j'ai le flash d'idée, je pose, je fais un montage, mais ce n'est pas assemblé. Et je revois la pièce plusieurs fois jusqu'à ce que vraiment je trouve satisfaction. Je peux laisser une pièce pendant 2 mois. Je la regarde, je l'ajuste, elle doit avoir une couleur exacte. Je la retravaille d'une manière visuelle aussi et de mieux transmettre aussi le message qui est dans mon œuvre. Je travaille beaucoup plus sur ce que je ressens. Je mixe, je peux travailler avec du bois aussi, je peux travailler avec du papier ou je peux aussi travailler avec des galets ou que avec du fil métallique. Ulrich s'inspire beaucoup de ses souvenirs. Du Congo où il n'est jamais retourné, c'est tout ce qui lui reste. Des formes, des visages, des couleurs. Tout est reproduit avec un grand souci du détail auquel se mêle une pointe de fantaisie. Le Congo me manque, ça me manque, surtout il revient en souvenir, en flash. Les endroits que j'ai eu à visiter dans mon enfance, cette chaleur naturelle, cette chaleur forestière que j'aime beaucoup. Oui, les images me reviennent, les flashs me reviennent. Ça reste ancré dans mon cœur. Souvent sollicité pour des expositions, Ulrich a eu l'occasion de collaborer avec de nombreux établissements. Le Royal Nautic Club de Sid El Abd en fait partie. Pour la 3e année consécutive, l'artiste a été invité à présenter ses œuvres au public. Inspiré par le cadre et le paysage environnant, il a créé des personnages en hommage au staff du restaurant. Des formes liées au monde marin ainsi que des tableaux en relief. Chaque fois qu'il est de passage au club, Ulrich s'attarde sur son travail comme pour le réévaluer à tête reposée. Fallait-il y ajouter quelque chose? Y avait-il moyen de le perfectionner davantage? Le jeune homme est toujours dans le questionnement. Cette fois-ci, il expose avec une peintre qui, comme lui, est férue de nature. Les deux ont trouvé un moyen de combiner leurs talents et de se mettre en lumière mutuellement. Je me suis inspiré de la mer. Et comme vous pourriez constater avec les œuvres que j'ai eu à réaliser, il y a les poissons, il y a des oiseaux. Et puisque c'est à côté aussi de la mer, je me suis aussi inspiré du cadre où j'ai eu à exposer, qui est un très beau restaurant. Hein. Et quand vous verrez des bouteilles sous forme de personnages marocains et des fourchettes. C'est de ça que ça m'a parlé, dont je me suis inspiré. Et aussi des couleurs. Les
l'étage du bas se trouve l'étoile d'Ulrich. Elle suit elle aussi la même trame que ses sculptures, du fil de fer, de la couleur et une thématique liée à l'humain ou à son environnement. Ce tableau représente la fête au village. Ça montre l'union, la solidarité. Là, ce sont des personnages autour du feu qui dansent et ça symbolise cette unité-là, cette solidarité-là qui sont entre les villageois, donc qui me parlent plus. Les matériaux que j'ai utilisés, c'est du fil métallique galvanisé. Il y a le fil de pêche en transparence pour pouvoir bien tenir toute la structure. Il y a aussi la peinture comme vous pouvez le constater, c'est ces matériaux-là dont je me suis servi. Chose promise, chose due. Après des heures et des heures de travail, Ulrich a enfin terminé 2 commandes pour le compte d'une amatrice. C'est les bras chargés qu'il arrive chez elle afin de les lui livrer. France Lafollet et lui se connaissent depuis quelques années. Grande collectionneuse, France dispose d'une galerie à Rabat. C'est ainsi qu'elle a découvert Ulrich, ou plutôt ses créations. Devenue fan, elle a acquis plusieurs pièces, dispatchées dans toute sa maison. Il y a quelques semaines, elle a demandé une statue et un tableau bien précis. C'est l'heure du déballage et du verdict. Voyons si toutes ces heures de dur labeur ont porté leurs fruits. Voilà. J'adore Elle est là. ce mouvement. Oui, il y a ça. Son premier avis porte sur le tableau qu'elle semble adorer pour son côté aérien et sa féminité. Ulrich peut respirer. Il n'a pas failli à sa réputation. À présent, autour de la sculpture. Cette dernière, réalisée avec du métal et des pierres vernies, représente un homme prosterné. Pour l'artiste, il s'agit d'une allégeance à la nature. Une nature qui nous porte, nous survivra et face à laquelle on finit tôt ou tard par se plier. Dans cette maison, j'ai beaucoup d'œuvres d'Ulrich parce que j'adore ce qu'il fait, mais beaucoup moins que je ne devrais en avoir parce que mes amis, quand ils viennent, me les demandent. Et je les donne. J'ai également une petite galerie d'art où j'ai eu le plaisir d'exposer ses œuvres, et au Royal Nautic Club de Sidi Abed, au Royal Nautic Club du Bourg-et-Greg, voilà, où j'ai des amis qui acceptent de les exposer. J'ai maintenant un tout petit tableau que j'adore particulièrement, en tant que personne qui adore lire. J'ai beaucoup aimé. Touche d'Ulrich est partout autour de nous. Sur les murs, les tables, près des escaliers. C'est ce qui arrive quand 2 personnes partagent la même vision artistique. Alors en haut des escaliers, j'ai placé un tableau sculpture particulièrement beau qui représente la mère nature, cette femme arbre qui s'échappe sur fond de bois, la vie qui émerge de l'univers. C'est comme ça que tu l'as vu? C'est comme ça que tu l'as fait? Oui, c'est dans cet esprit-là. Un autre aspect du talent multiple d'Ulrich, c'est ce joli bougeoir. On va sortir dans le jardin maintenant, où j'ai mis ta girafe. Et même dans le jardin, Ulrich a ajouté son grain de sel avec un girafon en bois entièrement démontable. Clin d'œil à l'Afrique et à sa fascinante faune. Mission accomplie. France est satisfaite, Ulrich pareil. L'heure est venue de se séparer. Un autre rendez-vous attend le jeune homme. L'art mène à tout et tout mène à l'art. Styliste, journaliste et consultante artistique, Sophia Micou a été amenée à écrire sur Ulrich Zouanda lors d'une exposition. Entre eux, le contact est non seulement bien passé, mais il va apparemment conduire à une nouvelle collaboration professionnelle. C'est à Beyond Six, un concept store situé à Rabat, que les deux se retrouvent pour discuter boulot. Un gros projet culturel est en cours de préparation et Ulrich en fera probablement partie. Mais avant d'aborder le sujet, la styliste montre à son ami quelques pièces de sa dernière collection. Moi, je trouve que c'est une famille de créateurs.
une famille d'artistes. Moi, ça me parle parce que c'est le même esprit. Et ça me parle beaucoup, les couleurs, la façon que c'est fait, l'énergie qu'on trouve dans la mode, qu'on peut trouver aussi dans nos domaines artistiques. Je trouve que vraiment ça va de pair. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'il y a une belle harmonie, il y a un beau dégradé, il y a vraiment une énergie. Hein. J'ai trouvé vraiment une énergie forte et tranquille en même temps. Le travail de Sophia, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment de la recherche. Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a vraiment de tout. Ça impacte, quoi. J'ai trouvé, il y a des travaux qu'il a fait. Il y a ce qui est simple et beau. Pour une collaboration, c'est vraiment en harmonie. C'est vraiment en harmonie avec l'esprit, ce que j'ai, et l'esprit, ce que Sophia a. Et je trouve que pour une collaboration, elle sera parfaite. Il est temps de parler affaires. C'est sous sa casquette de consultante artistique que l'ami d'Ulrich souhaite à présent démarcher. Il est apparemment question d'un événement culturel devant se tenir hors Maroc. Événement auquel seront conviés des peintres et plasticiens africains et européens. La conversation se poursuit. Ulrich semble intéressé par l'aventure. Lui qui se déplace principalement sur les villes du royaume tient là une occasion de se faire connaître ailleurs et de côtoyer de grosses pointures. L'initiatrice de l'événement a déployé les bons arguments. Il doit rendre sa décision d'ici quelques jours, mais fort est à présager que ce sera un oui déterminé. J'adore ce qu'il fait, je trouve ça très subtil, très spécifique. J'aime beaucoup cette espèce de façon de torsader l'ensemble, de prendre un fil, de le transformer en quelque chose de plus épais, de plus consistant, puis d'en faire des sculptures, des formes, des volumes, des reliefs, de créer une scène, de créer de la vie. J'aime beaucoup sa notion de la couleur, je trouve ça très intéressant de placer la couleur aux endroits où il la place. J'aime beaucoup ce qui se dégage de son travail, donc toute l'énergie, tout ce truc qui prend, qui fait qu'on a envie, juste qu'on a envie de toucher, qu'on a envie de voir, qu'on a envie de prendre, qu'on a envie de transporter, qu'on a envie de déplacer, qu'on a envie d'avoir chez soi évidemment, ça on n'en parle même pas. Donc j'aime beaucoup. Donc on se revoit à Paris, donc on a déjà fixé une date, une pré-date, ça sera la première semaine de décembre. On se revoit à Paris, on va faire un événement fusion pour se mélanger un peu, mais on ne va pas se mélanger que tous les deux, hein, on va se mélanger à d'autres, parce que se mélanger c'est bien, moi j'aime bien. On va se mélanger en Afrique, parce que c'est là que ça se passe, et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'il y a de la couleur, c'est là qu'il y a de la profondeur. Et puis à partir de ce mélange, on va faire quelque chose d'émouvant, de touchant, dans un univers complètement décalé, dans un très bel appartement parisien. On va placer ça sur un bateau aussi, après, et puis ça tiendra sur 3-4 jours minimum. Voilà. Puis ensuite on dupliquera, allez, soyons fous, à travers le monde. Adepte du sport à domicile, Ulrich s'entraîne souvent en utilisant le poids du corps. Mais de son enfance, il a conservé un attrait pour les arts martiaux. Ça tombe bien, le Mars et Vénus Club lui a proposé de tester un cours de boxe pour la première fois. Le circuit comprend d'abord un échauffement classique pour éviter les blessures musculaires. Lorsqu'il a terminé, il peut enfin passer aux choses sérieuses avec son instructeur. Ce dernier veut d'abord tester ses réflexes et corriger sa posture avant de démarrer. Les premières impressions sont plutôt positives parce que déjà je me sens dans mon élément. C'est avec cette énergie que je transmets dans mes créations, dans mes sculptures, c'est plutôt positif. Lorsque je travaille, c'est avec carrément mon mental et mon corps. C'est vraiment moi entièrement que je réalise. Ça y est, les coups de poing peuvent commencer. Ulrich est en position d'attaque. Il ne se débrouille pas trop mal au dire du coach. Certains mouvements gagneraient tout de même à être plus précis. Cela viendra probablement avec le temps. La
premières impressions sont plutôt positives parce que je me sens déjà dans mon élément. C'est avec cette énergie mentale et corporelle que je transmets dans mes œuvres. Moi franchement ça m'a plu, c'est l'une des choses que j'aimerais refaire encore. Hein. Je me sens vraiment bien quoi, dans la boxe, dans cet esprit compétitif aussi que je me retrouve. Lorsqu'il a besoin de cadres en bois pour réaliser ses tableaux, Ulrich s'adresse à Charles, un artiste ébéniste d'origine camerounaise. C'est le cas ce matin. Nous sommes dans le quartier d'El Massira où réside Charles. Ulrich doit récupérer le support de ses prochains travaux. Il avait préalablement briefé son ami sur les dimensions et la nature du projet. C'est passé comme une lettre à la poste. Je travaille beaucoup avec Ulrich. Je l'ai connu dans ses débuts et c'était vraiment impressionnant cette ascension qu'il est en train de faire. Et je suis vraiment très content de voir un jeune tel que Ulrich faire des progrès, surtout dans ce monde où la plupart des jeunes désespèrent beaucoup. Et il essaie au moins de présenter quelque chose de plus espérant dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et vu son exemple qu'il est en train de manifester, je trouve que les jeunes devraient aussi faire la même chose, afin de développer la créativité. Également sculpteur et peintre, Charles est content de voir réussir celui qu'il considère comme son petit frère. De son côté, plusieurs projets sont en cours. Il va bientôt exposer certaines de ses réalisations, mais préfère attendre encore avant d'en parler. Une discrétion que nous respecterons bien entendu. C'est par rapport à tout cela que je m'évertue aussi toujours être à son service, pour toujours continuer à l'encourager dans tout ce qu'il fait. Donc là, je mettrai un bébé, là, je mettrai un jeune homme, là, je mettrai un vieux, et là, je mettrai une personne qui est morte en fait. Donc c'est la naissance de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Cadre en main, Ulrich doit se remettre à l'ouvrage. En 10 ans, il en aura fait du chemin. Alors que ses parents l'imaginaient dans un cursus professionnel classique, Ulrich a emprunté une autre voie, celle de la créativité. De plus en plus sollicité, le jeune Congolais est heureux d'avoir cru à son rêve et de l'avoir concrétisé. J'espère que ce premier reportage vous a donné envie d'en savoir un peu plus, mais pour ça, il faudra retourner à Cotonou. Ville très commerçante, elle est également connue pour ses grands parcs de voitures d'occasion, et c'est là que Mustapha El Habbouz intervient. Originaire de Casablanca, il décide de s'installer là-bas il y a exactement 7 ans et de se lancer dans cette activité. Aujourd'hui, il est à la tête de plus d'une centaine de voitures avec ses frères et sœurs. Malgré un marché en plein ralentissement, il est plutôt satisfait de ses résultats. Alors allons sur place voir comment il se débrouille et aussi ce qu'il fait quand il ne travaille pas. Grand amateur de voitures, Mustapha El Habbouz s'est spécialisé dans le commerce des véhicules d'occasion. Le parc automobile dont il est co-actionnaire est l'un des plus grands de la ville. Plus d'une centaine de voitures sont exposées à la vente. احنا في باك ميشا باك تاع الطوموبيلات المستعمله باك تاع العائله تاعنا تفضلوا ابو وي بونجور ça quoi. Lorsqu'il arrive en début de matinée, Mustapha procède à une première tournée. Il inspecte les modèles en cours de réparation et s'informe des voitures arrivées durant son absence. Le parc Micha se partage entre les automobiles achetées par Mustapha et celles laissées en dépôt par des particuliers, le temps de trouver acquéreur. Le Casablancais tire un bénéfice de chaque sortie de véhicule. Malgré une baisse enregistrée par le marché ces dernières années, Mustapha et ses frères s'en sortent plutôt bien. في العالم بالنسبه للطوموبيلات لفون الطوموبيلات دوكازيون مستعمله. هنا كان تقريبا كل شهر تدخل ما بين 30,000 حتى ل 35,000 طوموبيله في الشهر. الباطوات اللي كانوا تيجيبوه. دابا قل بزاف بالنسبه ولا دابا تقريبا شي 6,000 7,000 ماكسيموم في الشهر اللي تدخل. Il y a encore quelques années, le secteur était principalement dominé par les Libanais. Beaucoup avaient fait fortune là-dedans, mais ça c'était avant. Un durcissement de la loi béninoise a entraîné la fermeture de nombreux commerces de ce genre. La majorité des négociants ont plié bagages, laissant le champ libre à de nouveaux venus. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. كانوا لبنان بزاف قبل كان تقريبا هنا
سي 7500 عائله لبنان عائله يعني عائله يمكن دابا فوا دو فوا طوا مع ولادهم دابا تقريبا مجموع كل شيء يكون بقى شي 650 عائله صافي هادو هما اللي بقاو والاغلبيه اللي مشاو كاين الناس كانت يدعموهم مثلا عندك حتى 10000 دولار ل 20000 دولار تنعطيك 50000 دولار ولكن تنشد الوراق تاع الطوموبيلات عندي الوقت مجرد ما بتبيع تجي تفيسي لي الفلوس وتنعطيك الواقع منا تنكون حافظ على راس المال تاعي داكشي كملت هذا السوق وبزاف منهم اللي هربوا بالفلوس داكشي علاش ما بقاوش دابا اللي بقاو هنا الناس اللي خدامين صحاح واللي عندهم راس المال تاعهم هما اللي باقيين ثابتين في السوق. Au milieu de toutes ces voitures, Mustapha est dans son élément. Il prend plaisir à étudier chaque détail. Ce qu'il aime particulièrement, ce sont les modèles vintage. Ce véhicule en fait partie. Personne ici n'est autorisé à le toucher, mis à part lui. En l'écoutant parler du moteur et de la carrosserie, on comprend plus ou moins l'histoire d'amour qui le lie à cet engin doré. يعني هاد الطوموبيلات ما كاينينش قلال فاش لقاهم دونك هذاك الشيء علاش الطوموبيله عزيزه عليا وجاو بزاف تاع لي زارتيست وتاع مغنيين وداك الشيء قال لك بغاو يشريو منها لحقاش يبغاو يديروا فيها لي كليب وداك الشيء كلم جيبو دو افيك سا دابور افون دو فوند. Lorsque, comme Mustapha, on se lance dans un tel business, il ne suffit pas d'avoir de la marchandise sous la main. Il faut disposer de bons contacts pour activer les choses au niveau de la douane, faire preuve de discipline et être de confiance. C'est ce qui fait toute la différence, surtout par ces temps de crise. Les clients de Mustapha sont souvent originaires du Nigeria, le pays d'à côté. Ils viennent généralement en matinée, choisissent ce qu'ils veulent et attendent l'arrivée du boss pour discuter les prix. Ce client est un régulier. Il a déjà acheté plusieurs voitures au parc Misha. Aujourd'hui, il a repéré 3 modèles. Les négociations sont dures. Le Nigérian veut repartir avec la marchandise, mais pas à n'importe quel prix. De son côté, Mustapha refuse de brader ses véhicules. Il connaît la valeur de ce qu'il a dans son parc. Pourtant, il va falloir trouver un terrain d'entente. Les 2 hommes arriveront-ils à un accord ? Apparemment oui. Un acompte est remis, la vente est conclue. Le client va récupérer ses voitures et reprendre la route pour Lagos. Il est lui-même revendeur. Le pouvoir d'achat au Nigeria est encore plus grand et la population active plus nombreuse. Un autre négociant arrive peu après, même scénario. Le marchandage va bon train. L'homme souhaite acquérir un 4x4. Pour le véhicule en question, Mustapha consent à baisser le prix en raison du kilométrage. Au parc Misha, on sait aussi s'adapter. Retour au centre de Cotonou, aux abords du marché d'Antopka. C'est, paraît-il, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Formé d'un cœur où sont vendus toutes sortes de produits alimentaires, d'Antopka se déroule ensuite sur plusieurs ruelles ayant chacune son ambiance. Mustapha est un habitué du quartier des tissus. احنا دابا في السوق التجاري تاع التواب هنايا كاينين اللي تواب اغلبيه حتى لانهم الهنود. Le coin est dominé par les commerçants hindous. Ils ont pignon sur rue pour tout ce qui touche au textile et à la friperie. Mustapha, qui doit bientôt rentrer au Maroc, fait un petit tour rapide, histoire de voir ce qu'il pourrait bien emmener comme cadeau aux membres de sa famille restés là-bas. Bien entendu, il y a aussi le plaisir des yeux. تنبغي نجي هنا نشوف لا كان شي حاجه جديده تنقي شي تواب الوالده والاخوات. المهم هنايا شنقول لك هنا يعني عندنا اكبر سوق بالنسبه للتواب في افريقيا هنايا. Le Bénin a beau être un petit pays, il abrite de nombreuses communautés étrangères. Chacune d'elles lui confère ce quelque chose de spécial. Cette nuit, Mustapha nous emmène au quartier congolais de Cotonou, dans l'une des adresses les plus underground de la ville. Au programme, grillade et live band. Il a ses habitudes dans le coin. En quelques minutes, on lui propose une table près du groupe qu'il pourra écouter en mangeant.
L'ambiance bat son plein dans ce mini Kinshasa. Ça danse, ça demande des dédicaces, ça flatte les chanteurs en distribuant quelques petits billets par-ci par-là. Les gens sont là pour passer un bon moment sans faire de manière. Quand les jeunes artistes ont fini avec les hits du moment, place à des rythmes plus nostalgiques entonnés par le doyen du groupe qui a lui aussi son fan club. Installé à Cotonou depuis un bon bout de temps déjà, Mustapha a découvert ce quartier par hasard. Toujours très bien accueilli par le gérant et le personnel, il ne se passe pas une semaine sans qu'il vienne dîner seul ou accompagné d'autres Marocains. تعجبني الجو هنا تحب لا ميزيك هذاك الشيء عشاني هنا كتجينا ديما؟ شاك ويكاند ان شاء الله شاك ويكاند يا اما السبت يا اما الحد ça dépend. Qui dit Cotonou dit aussi Gonvier, la cité lacustre, une localité voisine entièrement construite sur les eaux. Surnommée la Venise africaine, Gonvier se parcourt en pirogue. Vieille de 3 siècles, elle fut créée par des autochtones soucieux d'échapper à la traite négrière. En bâtissant leur cité loin des terres, les premiers habitants avaient pu se mettre à l'abri et développer une économie. Dans le dialecte local, Gonvier signifie « nous sommes enfin sauvés ». Les gens vivent principalement de la pêche. Ici, on apprend à diriger une barque avant même de savoir marcher. La traversée prend environ 20 minutes. Gonvier a beau être devenu un lieu touristique, ses habitants restent très introvertis. Ils n'aiment pas être filmés et n'hésitent pas à se cacher le visage lorsque nous passons près d'eux. La première halte se fait dans l'atelier d'un artiste. Tableaux ou vêtements teints manuellement, on a le choix. Mustapha examine la marchandise et discute avec le propriétaire des lieux avant de se fixer sur les toiles. Le peintre a reproduit de petites scènes du quotidien à Gonvier. Mustapha en choisira 3 après s'être mis d'accord sur le prix. Il faut toujours marchander un peu ici, cela fait partie du jeu. ما يمكنش نجيو لشي فيلاج ولا شي بلاصه وما ناخذوش سوفوني كوم سوفوني باش يبقى عندنا محتفظين به. هذا ليستوار تاع الفيلاج يعني دايرين هنايا حتى مثل الذكرى. Le circuit se poursuit entre les cases de la cité. Ils sont environ 42 000 individus à habiter ici. Formés de différents villages, Gonvier compte des marchés flottants, des écoles, des salons de coiffure, un dispensaire et même un canal des amoureux où les jeunes se donnent rendez-vous en fin de journée. Après tout, que serait la Venise africaine sans un peu de romantisme? هادشي زوين تعجبني هنايا يعني الواحد ترتاح نفسيته ترتاح من تشوف هاد يعني الماء والطبيعه الناس كعايشين هنايا يعني تنقولوا حنا الحمد لله عندنا الضوء عندنا الماء يعني عايش في فقير يعني في المدينه ولكن من تنجي لهنا يعني هنا عالم اخر غير الناس على المدينه يعني تشوف الطبيعه كيفاش يعيشوا صيادة ولاد صغار مثلا هادو جاو تشريو الماء يعني الماء ما عندهمش خصهم يمشيو يشريو الماء باش يشربوه باش يغسلوه يطيبوه يعني نقولوا الحمد لله حنايا هادشي زوين يعني نفسيتي ترتاح من تجي لهنا. Les échanges de marchandises se font d'une barque à l'autre. Pendant que les hommes sont à la pêche, les femmes tiennent de petits commerces, légumes, cosmétiques, tissus, gâteaux. Quand ils ne sont pas à l'école, les enfants s'y mettent aussi. La plupart resteront ici, dans cette cité qui les a vus grandir. Un autre arrêt, chez un artisan cette fois. C'est ici que les visiteurs achètent instruments de musique, masques, colliers ou objets de décoration. Il est normal de booster le commerce. On regarde, on achète un petit quelque chose et tout le monde est content. Mustapha ressortira avec une kora en peau de chèvre. Le marchand nous invite à repasser très prochainement.
هنا لكونفي باش يشوفوا الناس كي عايشين وكيفاش يعيشوا. يعني شوف عندهم تقريبا عايشين كل شيء، كاين السوق، كاين مارشي، كاين مدرسه. الماء عندهم الماء تيشريو، ولكن ماشي عندهم ماء هنا تيشريو الماء، كاين اللي تيبيع الماء. هنا كاين لي بيشور، هنا كاين الصياده. بحال هادو كلهم يعني هادو كلهم بلايص تيخزنوا فيهم الحوت، تيخليو الحوت صغير تيكبر وعاد ديك الساعه تيجيو يصطادوه. كاين عندهم الكروفيت تا هما، تا هو تيديروا له واحد الحوض وتيخليوه تيكبر، ومن بعد تيصيدوا تيعاودوا يخرجوا لنا حنا اللي كاينين في المدينه. Il faut toute une matinée pour découvrir les grands axes de Gonvier. Ceux qui souhaitent y passer la nuit ou même quelques jours peuvent prendre une chambre dans une résidence touristique non loin de là ou loger chez l'habitant, moyennant une certaine somme. Mustapha est venu ici à maintes reprises. Il trouve l'endroit émouvant, tout comme le contexte qui a donné lieu à sa création il y a 300 ans de cela. اغلب التوريست تيجيو لهنا باش يشوفوا، ما الا بقى في المدينه ما كاينش شي حاجه اللي تحسب لنا والله خارج من يعني المدار الحضاري. تيشوف الناس كيفاش عايشين انا عجبني الجو هنا، تنجي هنا ترتاح، يعني نفسيتي ترتاح. Nous faisons demi-tour et passons de nouveau devant ces installations en bois sec appelées maisons de poissons. Gonvier est une énième preuve de l'ingéniosité humaine. Même avec peu de moyens, cette dernière trouve toujours un moyen de s'exprimer. Discrète, la Venise africaine nous aura ouvert ses portes et donné une jolie leçon de vie. Pour vivre libre et sans chaîne, il faut être prêt à tout, même à vivre sur les eaux. Place au 7e art à présent avec l'une des réalisatrices les plus connues du Bénin. Christiane Chabi-Kao est rentrée de France il y a quelques années parce que son pays lui manquait. Elle en fut bien inspirée puisque sa carrière a connu un nouveau souffle. Depuis, elle réalise des films, des séries et dirige le festival du documentaire de Cotonou. Entre tournage et visite de sa ville, elle a beaucoup à dire et beaucoup à montrer. Suivons-la. Jeudi 11h, Centre national de cinéma de Cotonou. Christiane Chabi-Kao a réuni un collectif de jeunes réalisateurs et producteurs pour les aider à trouver des subventions. Leur objectif, réaliser des partenariats avec les plus grosses chaînes de télévision locales et donner naissance à de nouveaux projets. Il est question de plusieurs longs métrages et d'une série policière tournée dans différentes capitales africaines. Mais avant d'aborder le volet artistique, il faut d'abord parler business. Olivier, l'un des producteurs, a créé une entreprise censée tous les représenter. Il profite de la réunion pour proposer une ébauche de contrat collectif et s'assurer que tous comprennent les enjeux de cette démarche. Alors, j'essaie de leur expliquer en fait qu'on est dans un pays en voie de développement. On a une télévision nationale et même des télévisions privées qui n'ont pas les moyens d'acquérir les œuvres. Et je leur explique qu'ils doivent de leur côté faire l'effort de céder les droits au coût qui est proposé pour le moment. Parce qu'il y a un début à tout. C'est vrai qu'ils sont assez réticents parce qu'ils se disent, tout à l'heure ils disaient oui mais on aimerait bien pouvoir décider du montant, etc., etc. Moi je leur explique que si on était dans un système où la télévision achetait des œuvres, avait l'habitude d'acheter des œuvres parce qu'elle a un budget pour ça, parce qu'elle a les moyens, d'accord, de faire une programmation assez riche, le problème ne se poserait pas. Christiane est très protectrice avec son équipe. Ce qu'elle veut, c'est disperser les doutes et insister sur l'importance de l'affaire. Selon elle, il ne faut pas s'attendre à faire de l'argent tout de suite. Ce n'est qu'à moyen terme que ce partenariat aura des retombées. La télévision ne peut pas acheter beaucoup de programmes parce qu'elle n'en a pas les moyens. Mais si elle accepte d'acheter des programmes,
c'est à eux, c'est à nous donc, de comprendre donc, qu'on doit accepter le montant qu'elle propose. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais ils sont des jeunes producteurs. La plupart d'entre eux ont peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 années d'existence. Ils ne font pas encore vraiment la différence entre être du côté de la créativité pure, donc réalisateur, scénariste et tout ça, et du côté de la production exécutive, c'est-à-dire la personne qui va réfléchir et se dire quelle décision je vais prendre pour que le produit puisse avoir voilà, une carrière, le film puisse avoir une carrière qui permette que je rentre dans mes fonds à moyen, à court ou à long terme. La cinéaste aimerait vendre les œuvres produites dans d'autres pays d'Afrique, mais pour cela, il faudra accepter quelques sacrifices. Dans la salle, on discute, on négocie. Les attentes ne sont pas les mêmes, cependant tous veulent travailler dur et se faire connaître. Les jeunes ont décidé de se prendre en charge. Et deuxièmement, c'est l'étape qui est en train d'être franchie au niveau des relations entre les professionnels du cinéma au Bénin et le diffuseur le plus important, qui reste quand même la télévision nationale. Parce que les œuvres sont d'abord des œuvres pour le public béninois. Et quand ce n'est pas vu donc, à la télévision par le public béninois, c'est quand même assez dommage. Silence, ça tourne. La réalisatrice prépare son dernier court-métrage, une comédie intitulée Madame Salon. Au Bénin, l'expression désigne une bourgeoise fan de potins et d'activités superficielles. La scène se passe dans une maison où une mère de famille reçoit les amis de ses enfants pour déjeuner. C'est alors que la fille aînée arrive avec une invitée assez particulière. Choc, surprise, fou rire, les acteurs se laissent guider. Les filles, c'était bien au début, mais à la fin, c'est quoi ? Ça vous fait pas rire que... Pour l'instant, Christiane trouve le jeu un peu mou. Il faut un peu plus de nerfs et d'énergie. La scène est répétée à plusieurs reprises, le temps que chacun des comédiens puisse bien entrer dans son personnage. Les productions comiques sont très demandées au Bénin. Ici, tout ou presque tout doit être tourné à la plaisanterie. Et tu lui expliques de façon naturelle. L'idée est juste venue parce que une fois, je suis allée quelque part et chez une tante et j'ai trouvé qu'elle était le prototype même de Madame Salon. Donc je l'ai observée un peu avec ses enfants et c'est de là que l'idée est venue de faire une comédie, donc de petits 7 minutes sur ce thème-là. On n'aime pas beaucoup les films qui sont tristes et les gens préfèrent les films qui font rire, les films qui les font sourire et je crois que c'est dans notre tempérament ici, on est très joyeux au Bénin, c'est pour ça. Ça commence à venir, on se rapproche de ce que la cinéaste veut. Bourreau de travail, Christiane vient à peine de finir une série de 26 épisodes qu'elle se lance dans un nouveau projet. J'ai commencé de la façon la plus simple, même si elle est atypique. J'avais des petites histoires que j'écrivais souvent. Et un jour, je me suis dit, tiens, et si j'en transformais une en film ? Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc j'ai écrit à une institution culturelle qui s'occupait donc de ce genre de choses et j'ai dit dans la lettre « Ah monsieur, j'ai appris que vous donniez des subventions pour faire des films, je veux faire un film ». Et ils m'ont répondu gentiment « Pour faire un film, il faut apprendre déjà à écrire des scénarios ». Et donc quand j'ai reçu la réponse, j'ai commencé à chercher donc, des formations en écriture de scénario et c'est de fil en aiguille donc, que j'ai écrit mon premier scénario et j'ai eu la chance d'être financée et correctement financée pour ce film-là. Dans sa team, il y a son actrice fétiche, son régisseur et il y a surtout son frère, co-réalisateur et cadreur. C'est un tournage en famille où chacun donne le meilleur de lui-même pour assurer un bon rendu. C'est très simple, il faut répartir les rôles. D'accord ? Elle écrit, elle vient sur le plateau, elle fait attention à ce que la mise en scène restitue l'esprit de ce qu'elle a écrit. Elle coach les acteurs, elle vérifie qu'ils savent leur texte. Et moi, plutôt, c'est la netteté de l'image, la lumière, la couleur, le cadre. Est-ce qu'il faut faire une plongée, une contre-plongée? Est-ce qu'il faut faire un mouvement de caméra? C'est beaucoup plus technique. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de friction. Elle est dans son rôle, je suis dans le mien.
Elle, c'est l'art et moi, la technique. Très porté sur la culture africaine, Christiane nous emmène dans une sorte de villa des arts où sont exposées les œuvres d'artistes engagés. Une grande bâtisse en plein milieu d'un quartier populaire où même les enfants sont encouragés à se nourrir l'esprit. Alors ici, on est au centre. Le centre, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est un petit îlot de culture dans un quartier qui est assez excentré, très loin du centre-ville, donc de Cotonou, mais qui permet aux populations alentours d'avoir accès à la culture. Il y a un petit musée de la RECAD à l'intérieur. Ils font aussi des projections de films, ils font des spectacles, ils font des ateliers pour les enfants. C'est vraiment, pour moi, le modèle même de l'intégration de la culture apportée aux populations à la base. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce centre. D'abord, l'histoire du Bénin et de ses rois en accéléré. Dans cette salle sont exposés des sceptres et autres objets séculaires ayant appartenu aux différents monarques du pays. Ce petit musée, et ça permet aux enfants aussi de s'imaginer et de visualiser donc, tous ces symboles de pouvoir que des rois qui ont existé des centaines d'années avant eux utilisaient pour commander, pour donner des instructions, ou pour des fois condamner à mort aussi. Hein. Donc c'est peut-être pas que joyeux, il y avait des choses terribles aussi. Donc c'est des récates qui sont chargées d'histoires heureuses ou malheureuses, hein. C'est selon la situation, mais chargées d'histoire quand même. Et ça c'est important, comme je disais, de permettre aux enfants d'avoir accès à ça sans être obligés d'aller jusqu'à Cotonou. Place à présent à la peinture contemporaine et à des figures politiques dont les nobles combats ont marqué les cœurs. Particulièrement touchée par le choix des personnalités, Christiane voit là de beaux exemples pour la jeunesse de son pays. Mandela, c'est le héros dans tous les sens du terme. Hein. C'est celui qui a donné son temps, sa vie, celui qui a pardonné, parce qu'on peut être héros, on peut avoir vécu des choses, mais ne pas pardonner. Et généralement, il fait partie aussi de cette liste de personnages, de personnalités qu'on devrait présenter aux enfants pour qu'ils aient des figures de héros, pour qu'ils aient des gens, ces personnes-là, en face de qui ils peuvent s'identifier et se dire « Ah, ben, des gens comme ça ont existé, même si je ne peux pas arriver à leur niveau, je peux quand même tout faire pour me comporter comme ils se sont comportés et être quelqu'un de bien dans la vie. » Aujourd'hui, nous sommes en route pour Ouida, un village historique situé aux alentours de Cotonou. L'une des attractions les plus atypiques de l'endroit est le temple des Pitons. Il s'agit là d'un site vaudou dédié aux serpents, considérés comme des animaux sacrés au Bénin. Ici, les reptiles sont nourris, choyés et se voient même offrir de l'argent par les visiteurs. Une fois par mois, ils sont libérés pour aller chasser quelques souris et reviennent au bout de quelques jours. Lorsqu'un villageois en trouve un, il est de son devoir de le ramener au temple. Je me sens bien parce que ça fait, comme je dis, une cinquantaine d'années quand même que je viens souvent et je n'ai pas osé toucher. Et c'est la première fois que j'ai touché le serpent. Et apparemment, je crois que ça m'a fait du bien. Et je disais tout à l'heure que la prochaine fois, je vais avoir le courage de le mettre au cou. Mais ce qui me plaît, c'est à chaque fois qu'on vient, on fait des vœux et on fait des offrandes. Et généralement, c'est des vœux qui se réalisent. Donc on est au pays du vaudou, donc c'est clair que quand on fait des vœux, on demande des choses au dieu serpent, et ben ça se réalise toujours. Donc là, j'ai fait mes vœux de l'autre côté, sur l'arbre qui a 600 ans. Et là, je vais déposer mon offrande à l'intérieur, au Dieu. Voilà, je dépose tranquillement. Et ça y est.
À 15 minutes du temple se trouve un tronçon de l'ancienne route des esclaves. Une bande de terre aride qui commençait à Abomey, un royaume situé à 200 km de là. 200 km que des hommes, des femmes et des enfants devaient parcourir enchaînés et à pied avant d'être vendus. Dernière étape de ce triste périple, la porte du non-retour, par laquelle toutes ces personnes embarquées pour l'Amérique et les Antilles. Érigés en monument par l'UNESCO, ces murs sont là pour rappeler une histoire douloureuse et tous ceux qui en ont été victimes des siècles auparavant. La porte du non-retour, et c'est un endroit que j'aime énormément et je suis toujours émue quand je viens ici. Parce que d'abord, c'est l'endroit où les esclaves arrivaient et c'était la fin de leur long voyage depuis Abomey et le début de l'inconnu. Donc on les embarquait sur les bateaux pour les amener vers les Amériques et vers les Antilles. Et j'imagine, chaque fois que je viens, je me mets là, je regarde cette magnifique plage et j'écoute le bruit des vagues et je me dis, ils ont entendu ce même bruit. Certains ne connaissaient pas la mer. Ils voyaient l'océan pour la première fois. Ça devait être très traumatisant, très impressionnant. Et je regarde cette plage et je me dis qu'il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Et j'aime bien aussi venir ici parce que je suis contente qu'il y ait eu une matérialisation de cette douleur-là avec cette porte. Parce que tous ceux qui reviennent de la diaspora, soit des États-Unis, soit des Antilles, quand ils arrivent ici, ils se disent « Vous êtes partis, vous n'êtes pas revenus, mais nous, vos descendants, on est revenus. On est venus voir l'endroit, cet endroit-là, les dernières images que vous avez eues de votre continent, de votre pays, avant de vous retrouver dans des situations d'esclavage terribles. » Et je crois que c'est un juste retour des choses et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose de douloureux et en même temps, je suis contente parce que je me dis, ceux qui reviennent, c'est en quelque sorte un hommage qu'ils viennent rendre à tous ces gens, tous ces innocents qui ont été traités comme du bétail et qui se disent, voilà, nous on est là, on est revenus, on a survécu et on ramène, peut-être que vous êtes arrivés là, à la porte du non-retour, mais nous on est revenus et puis on n'a peut-être pas ramené votre esprit, mais nous, on est venus voir et on va repartir là-bas raconter à ceux qui n'ont pas vu. La visite orchestrée par Christiane se poursuit au lac Toro, un lieu enchanteur où la réalisatrice aime passer du temps. Il lui arrive de s'isoler ici quelques jours pour écrire ses scénarios. Alors ici, on est au bord du lac Toro et à une trentaine de kilomètres de Cotonou. Et l'espace s'appelle l'espace Adjadi. Alors j'aime bien venir ici parce que déjà, je suis née sur un bateau sur la Méditerranée. Donc tout ce qui est plan d'eau me parle. Et quand je viens là, je suis inspirée. Et comme ici, c'est un espace culturel où ils ont également des bungalows, j'aime bien venir me reposer, réfléchir, écrire mes scénarios. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien cet espace-là, parce qu'il y a l'infrastructure qui est là et que j'aime bien. Et il y a également le lac. C'est l'un des rares endroits à Cotonou qui n'est pas subi de grosses transformations. Peu de gens connaissent cette adresse. C'est ce qui plaît à Christiane. L'eau, la nature, le calme, le cadre est idéal pour qui veut se ressourcer ou travailler en paix. C'est un endroit qui est fréquenté par les touristes et aussi par les Béninois. Donc au départ, le lac n'était pas très connu. Il n'était pas connu, le lac. Donc il est resté longtemps caché, longtemps préservé. Et on n'en a pas profité parce qu'on ne savait pas que ce lac, on savait qu'il existait, mais les gens n'avaient pas mis en valeur, voilà, le lac. Et là, comme certaines personnes commencent à mettre en valeur le lac, les touristes commencent à venir, que ce soit de la sous-région, que ce soit même des touristes locaux.
Samedi, jour de brunch, une tradition que Christiane a instaurée depuis son retour au pays. Tous attendent ce moment avec impatience puisqu'il permet de se retrouver en famille. Avant de commencer, elle fait d'abord un tour dans une épicerie fine spécialisée en produits bio. La propriétaire, elle aussi rentrée de France, conseille sa cliente. Jus de fruits exotiques, amuse-bouche, pâte d'arachide séchée, Christiane hésite. Que va-t-elle prendre aujourd'hui pour agrémenter les plats préparés? J'ai pris des boissons locales, donc une boisson qu'on appelle le chacalo, qu'on ne trouve pas partout en ville et pas conditionné dans le conditionnement qu'on trouve ici. Parce que quand on a envie de boire du chacalo, c'est surtout au village, quand on va en vacances et tout. Et là, quand j'ai envie de retrouver ces saveurs-là, je viens ici et j'en achète directement parce qu'elle en a. Oui, voilà. Bon, à plus. À la prochaine, d'accord. Nous y voilà, entourés des siens, la réalisatrice profite de ce week-end. Il y a sa mère, son fils, ses neveux et enfin son collègue et ami Aboubakar Badarou. Christiane aime cette nonchalance typiquement africaine, loin, très loin du stress de Reims. Si elle a choisi de revenir au Bénin, c'est parce que plusieurs opportunités s'étaient offertes à elle, en plus d'une meilleure qualité de vie. Son fils Alvin ne partage pas forcément cet avis. Pour le jeune homme qui a laissé tous ses amis là-bas et renoncé à ses anciens loisirs, ce retour n'a pas que des avantages. Je suis rentré il y a 2 ans. Bon, je dois dire que c'est très dur. La différence, comment je vais expliquer? Déjà, le mode de vie n'est pas le même. Là-bas, on a plus d'avantages à vivre, je dirais, en Europe que de vivre en Afrique, notamment pour ce qui est des soins médicaux, des activités, le travail. Donc depuis que je suis arrivé, je dirais que je m'ennuie un peu. Pas parce que je ne sais pas quoi faire, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait, à faire comparé à là-bas où j'avais des activités sportives. Je savais quoi faire de mes journées, quoi. Aujourd'hui, même si j'ai envie de faire quelque chose en particulier, c'est pas vraiment adapté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est un pays sous-développé, c'est vrai, mais c'est mon pays, quoi. Donc j'aime quand même. Donc je suis quand même content d'être rentré. France ou Bénin, chacun ses goûts et sa philosophie. Une chose est sûre, des moments comme celui-là arrivent à mettre tout le monde d'accord sur le pourquoi de sa présence ici et sur les bienfaits de la vie en famille, sur sa terre d'origine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces promenades au cœur de Cotonou et de Gonvier vous ont plu et vous ont donné envie de visiter. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve le mois prochain dans une autre capitale africaine. Prenez soin de vous. Les bisous.